Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Patricia Dudonné, qui est directrice générale de la SDH, Société dauphinoise pour l'habitat, mais qui est là ce matin en tant que présidente d'APSIS, donc qui est l'association qui regroupe les bailleurs sociaux isérois, et qui est aussi depuis peu présidente de l'Aura HLM, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des bailleurs, mais à une échelle plutôt régionale. Et on va traiter ce matin de la question donc, du rôle que peuvent avoir les bailleurs sociaux dans la mise en œuvre concrète, opérationnelle du ZAN, qui sont quand même des partenaires privilégiés des politiques publiques, notamment des politiques de l'habitat. Merci peut-être de nous présenter un petit peu le monde des bailleurs que vous représentez ce matin, notamment à travers APSIS. Alors APSIS, c'est effectivement l'association des bailleurs sociaux de l'Isère. C'est 85 000 logements sur le département. On emploie 1300 collaborateurs. Mais ce qui est important pour nous, c'est aussi de mettre en avant notre poids économique. Donc APSIS, c'est 250 millions d'euros injectés tous les ans dans l'économie locale. C'est 4000 emplois générés ou entretenus sur le département. Tous les ans, on arrive à réhabiliter en moyenne 2000 logements, à nous tous, sur le département de l'Isère, toujours. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un enjeu économique très fort puisque les bailleurs sociaux mettent environ, selon les opérations, entre 40 et 60 000 euros en réhabilitation par logement. Donc je vous laisse faire le rapport entre les 2000 et les 40 à 50 000 euros par logement. D'une façon générale, le mouvement HLM est plutôt en avance dans l'éradication des passoires thermiques. L'Isère est en avance sur l'avance. On est toujours assez fiers de ça, puisqu'aujourd'hui, il reste un peu moins de 3,5% d'étiquettes F et G dans le patrimoine des bailleurs sociaux de l'Isère. Donc un gros travail qui a déjà été réalisé. Et ce ne sont pas que des chiffres. Nous, ce qui nous importe toujours, c'est ce qu'il advient pour nos locataires. Et le constat qu'on fait, puisque maintenant on a plusieurs années de recul, on n'a pas attendu la loi climat-résilience, les analyses qu'on fait aujourd'hui, c'est que nos réhabilitations thermiques, elles permettent de faire baisser les charges de nos locataires de 30 à 40% selon les cas. Donc une vraie action en faveur du confort et des ressources de nos locataires, qui restent toujours les deux éléments importants pour les bailleurs sociaux. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci. La surélévation, aujourd'hui, c'est un sujet sur nos bâtiments qui est un sujet extrêmement intéressant, mais qui rencontre énormément de freins. Le premier frein, souvent, il est structurel. C'est-à-dire que quand on construit un bâtiment pour qu'il fasse R+5, quand on décide d'ajouter un niveau, voire parfois on nous dit 2 niveaux, est-ce que c'est possible au niveau urbanistique? C'est-à-dire, est-ce que ça oblige une modification du PLU, du PLUI? Je ne vais pas vous parler de calendrier sur les modifications des documents urbanisme. Donc voilà, premier sujet. Deuxième sujet structurel du bâtiment. Est-ce que ce bâtiment est en capacité de porter ces 7 étages ou ces étages supplémentaires? Ça implique la plus souvent d'intervenir en bois, ce qui est extrêmement intéressant, notamment sur les aspects développement durable et écologique, à condition de maîtriser des filières. C'est-à-dire que quand on fait un bâtiment en bois, mais si on décide de faire plein de surélévations en bois, il va falloir organiser des filières, il va falloir avoir des entreprises qui sont capables de faire. Donc ça, c'est des vrais sujets d'opérationnalité réelle qui se présentent. Et ça, c'est vraiment des choses qui nous interpellent énormément. Et puis, il y a un dernier, on aura l'occasion d'en reparler, parce que je pense que c'est un vrai sujet au sujet du ZAN, c'est l'acceptabilité de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a d'une façon générale dans la construction de logements sociaux. C'est une problématique qu'on a historique. Aujourd'hui, sans ironie, nos collègues promoteurs découvrent eux aussi l'acceptabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus la question d'avoir un logement social à côté de chez soi, c'est aussi le fait d'avoir un logement sur un terrain qui est vide en face de chez soi. Sauf qu'aujourd'hui, les questions de surélévation, de densification, elles interrogent encore plus l'acceptabilité qu'il peut y avoir dans un environnement existant. Occuper une dent creuse, ce que les bailleurs font historiquement, ont toujours fait, c'est une complexité dans le dialogue qu'on a avec les habitants qui habitent déjà le secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'acquisition, amélioration de façon globale, comme si tout se valait. Or, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'acheter des logements en diffus dans des copropriétés, par exemple, de les transformer en logements sociaux.
sous impulsion de la puissance publique, et de faire en sorte que ces logements, on puisse intervenir en amélioration d'intérieur, résoudre les problématiques thermiques, peser dans une copropriété sur ces décisions. Ça, on voit bien que c'est un peu différent que être propriétaire en pleine propriété. La copropriété, c'est pareil. On a aussi évolué en termes d'expertise par le biais des VFA avec les promoteurs. Aujourd'hui, on est membre d'un certain nombre de copros. Donc, on sait parler avec des syndics, on sait travailler ces sujets-là. Mais pour autant, ça n'est pas simple. Et ça n'est pas la même chose que d'aller travailler sur un bâtiment vacant qui a plein de problématiques techniques, mais qui forme un tout, une unité opérationnelle dans lequel on va pouvoir intervenir avec force. Ça, c'est les aspects techniques. Et puis, il y a un aspect que tout le monde fait semblant de ne pas entendre, qui est celui du modèle économique. C'est-à-dire qu'on a l'expérience, on a l'expertise, on est en capacité de faire, on est capable d'affronter le calendrier, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, vous preniez l'exemple du PLH de la métropole, on est extrêmement volontaire, mais qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre des préparations du PLH? On a sorti de nos cartons tout ce qui n'avait pas pu être fait en acquisition-amélioration sur le PLH précédent, parce qu'on n'a jamais trouvé le modèle économique. Et on s'aperçoit qu'à côté de ce qui a été fait, il y a un volume de 2 à 3 fois équivalent qui n'est jamais sorti parce qu'on n'a jamais trouvé le modèle économique. Et donc l'enjeu de l'acquisition-amélioration, c'est un enjeu qui est partagé. C'est comment on trouve le modèle économique pour faire de l'acquisition-amélioration. Je pense qu'on est comme pour tous les autres opérateurs. C'est-à-dire que si on veut appliquer nos modes de pensée et nos modes de faire, nos modèles économiques à un urbanisme en ZAN demain, comme on le faisait avant, à un urbanisme de ZAC, de grands territoires d'aménagement vierge, on échouera. Si on ne se met pas tous autour de la table pour changer complètement le mode de pensée, le mode de financer, si on ne change pas ces sujets-là, à mon avis, alors échouer, on n'a pas le droit, on n'y arrivera pas, mais on va bloquer la chaîne de production. Et moi, je vais donner un seul exemple. Acheter du logement vacant en diffus pour le transformer en logement social à l'unité, ça peut être une très bonne idée pour trouver des mixités sociales, pour rééquilibrer des quartiers, pour impulser des réhabilitations dans des copropriétés. Je rappellerai juste au passage que ça ne crée pas de logement et qu'aujourd'hui, on a des besoins. Donc, si on ne pense l'intervention d'un opérateur type bailleur social que à l'aune de ces types d'interventions, on va au mur. Donc, il faut qu'on soit présent sur des réhabilitations, des reprises, acquisitions, améliorations lourdes de vrais bâtiments en entier. Donc, il faut aller jusqu'à l'acquisition entière de bâtiments vacants où on a des indivisions, des choses comme ça, donc des choses complexes à gérer. On doit être accompagné, aidé sur ces sujets-là. On doit aller sur les dents creuses et on doit aller sur la surélévation, avec aussi les outils d'urbanisme, avec les avancées technologiques qui nous permettent aujourd'hui de faire des choses dans ces endroits-là. Et donc ça veut dire qu'on doit être beaucoup, nombreux, tous, les partenaires, à travailler l'acceptabilité aussi de ces sujets-là. La densification de la ville, c'est une des solutions, c'est la seule solution du ZAN et c'est une des solutions de la crise du logement. Mais pour autant, il va falloir qu'on fasse en sorte que ce soit accepté par les gens, par nos concitoyens, par les gens qui sont autour et qui, eux, sont déjà logés. Merci beaucoup, Patricia, pour ces éléments très clairs, très percutants. C'était un plaisir.